réponse, finalement, immédiatement, va être pourquoi pas. Bon, j'étais assez content de moi. Je me suis dit que c'était quand même un petit peu insuffisant et qu'il fallait que je creuse un petit peu. Et c'est là, je dois l'avouer, que les choses ont un peu dérapé. Alors, je me permets de vous prévenir tout de suite. En fait, je ne vais pas vraiment répondre à la question. Donc ceux qui tenaient absolument, écoutez, faites autre chose, hein, prenez votre téléphone, ou en tout cas très imparfaitement. Et puis pour reprendre la métaphore du voyage à Nantes, après tout, on est à Nantes, j'ai fait un pas de côté, je m'en suis aperçu après. Tant pis, j'ai plus le temps. Alors, je vous demande déjà de m'excuser, de me pardonner, parce que je vais certainement avoir de temps en temps des digressions là qui vont apparaître. Et puis, il est peut-être possible que mes propos, à la fin, puissent être un peu taquins, provocateurs. Je le dis pas. Alors, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est quand même de trouver un angle, un angle pertinent d'approche. J'avais une question, le répit des aidants, est-ce le rôle des EHPAD? Bon, pourquoi pas, c'était pas suffisant. Donc, je me suis dit, tiens, je vais lister toutes les formes d'aide qui peuvent exister, et puis je vais voir si les EHPAD peuvent les gérer. Alors l'accueil temporaire, je connais, en plus j'en ai un. L'accueil de jour, je connais, j'en ai un. L'hospitalisation de répit, les ESA, le portage des repas, les plateformes d'accompagnement et de répit, enfin il y en a un certain nombre. Vous les connaissez toutes, ou peut-être pas d'ailleurs, parce qu'en fait il y en a vraiment beaucoup. Peut-être un des soucis, ça. Je me suis dit que ça n'allait pas me mener bien loin. Donc j'ai essayé une autre forme d'approche, et je me suis rappelé qu'autrefois, il y a quand même quelques années, j'étais à la fac, et que mes maîtres à la fac m'avaient appris qu'on pouvait, quand on était un peu bloqué, et je vous le conseille, qu'on pouvait, donc on était bloqué sur un intitulé d'une question, c'est essayer d'analyser précisément chaque terme de la question, et comme ça nous permettait d'avoir une vision un petit peu plus globale. Alors bon, le répit des aidants, est-ce le rôle des EHPAD? Première question, un EHPAD, c'est quoi? Bon, je vais laisser tomber, je vais être franc. D'abord parce que je déteste le terme EHPAD, établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes. C'est vraiment beaucoup amélioré. Avant, on était accueillis dans une maison de retraite, et maintenant, on est hébergé avec des personnes âgées dépendantes. C'est peut-être, pas obligatoirement, c'est peut-être un des éléments qui fait que les personnes âgées n'ont pas forcément envie de rentrer chez nous. Je dis ça comme ça, je dis rien. Et en même temps, c'est très intéressant, en vous écoutant aujourd'hui, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui était remarquablement bien intégré chez les professionnels, quelque chose qui, je dois le reconnaître, m'agace profondément, je me permets de vous le dire comme ça, c'est que les EHPAD, forcément, ils doivent accueillir des personnes âgées dépendantes. C'est normal, c'est dans le nom. Et moi, je vous dis, alors, j'ai remarqué, j'ai une certaine barbe blanche, une alopécie qui est quand même assez galopante. Je suis plus près de la fin de ma carrière que du début, donc une certaine expérience. Et je sais à peu près ce que ça va donner si ça continue comme ça. C'est qu'on va recréer des mouroirs qui vont être un peu sympathiques, qui vont sentir un petit peu mieux, avec un peu plus de moyens qu'avant, mais avec toutes les difficultés que ça va avoir sur la gestion du personnel, sur l'accueil des personnes, personnel qu'on n'aura d'ailleurs pas, parce qu'ils n'auront pas envie de travailler sur le sujet. Mais bon, c'était une digression, je le savais que ça allait déraper. Après, bon, les aidants, je me suis dit, c'est qui un aidant ? Compliqué aussi, donc j'ai laissé tomber en grande partie, je vais être franc, mais je me suis dit quand même que j'allais plutôt me cantonner aux aidants extérieurs à nos résidences, parce que les aidants qu'on trouve dans nos résidences, ceux qui accompagnent leurs proches, les enfants, les conjoints, les conjointes, honnêtement, on le fait très très bien de s'en occuper. En tout cas, on essaye de faire du mieux possible. Donc, je vais me cantonner honnêtement qu'aux aidants à l'extérieur. Dernière question, là je commençais à trembler, c'est quoi le répit aux aidants ? Je me suis dit que je n'avais pas tellement le choix, il fallait absolument que je développe ça, c'est quoi le répit aux aidants ? Mais après tout, c'est peut-être pas forcément aberrant. Si on arrive à définir ce qu'est le répit aux aidants, on peut peut-être alors déterminer comment on peut l'organiser, et on peut répondre ainsi à la question initiale,
Est-ce que c'est le rôle des EHPAD? Et je dois reconnaître qu'une fois encore, les choses se sont dégradées. Je me suis dit qu'il fallait bien partir sur quelque chose et que le mieux, c'était de partir sur des exemples. On a eu des cas cliniques, et ben moi j'en ai 3 cas cliniques à vous proposer, à vous exposer. Et puis on va voir un petit peu comment on peut avancer avec eux. Alors le premier cas, c'est un aidant, Monsieur X. Monsieur X travaille à Nantes, où il a d'ailleurs un poste à responsabilité. Sa maman souffre de la maladie d'Alzheimer, mais elle habite dans une autre ville. Son fils décide de la rapatrier sur Nantes afin qu'elle soit plus près de lui, pour qu'il puisse s'en occuper, et il l'installe dans un appartement. Monsieur X inscrit sa maman à l'accueil de jour, et il demande l'aide des professionnels de l'ESA. Il a besoin d'aide, il le fait. Les professionnels de l'ESA font des visites, encore quelques-unes, et puis à une de leurs visites, ils lui disent ce qui serait peut-être pas mal, c'est que vous achetiez un téléphone avec des grosses touches, vous savez, les téléphones sous lesquels on glisse une photo de la personne qu'on veut appeler, comme ça c'est facile pour la personne qui est malade, elle veut appeler son fils, elle reconnaît la photo de son fils et elle appuie sur le fils. Quelques jours plus tard, les professionnels retournent au domicile, s'aperçoivent que le monsieur avait bien acheté un téléphone portable avec des grosses touches, sauf qu'il avait laissé les photos de démonstration. Alors on imagine bien que c'était déjà probablement pas très facile pour la dame d'appeler son fils, mais appeler son fils en appuyant sur la dame qui est toute blonde et probablement très mignonne, ça ne devait pas être très facile. Bon, premier cas. Deuxième cas. Madame A et Madame B. Elles ont chacune un époux qui est accueilli dans notre accueil de jour, le pavillon Madeleine Julien. Leur MMS à Monsieur et à Madame B, et à Monsieur A et Monsieur B, leur MMS est proche de 30. Bon, à la seule condition de les additionner, naturellement. Ils sont à l'accueil de jour. Donc, alors, Madame A et Madame B, on partage une autre particularité que le fait d'avoir leur époux à l'accueil de jour, c'est que leur époux continue à conduire. Pour 2 raisons. Ils conduisent parce qu'il faut bien faire les courses, et ils conduisent parce qu'il faut partir en vacances. Alors, notamment pour Madame B, c'est assez intéressant parce que c'est pas partir en vacances comme ça, c'est partir de Nantes en tractant la caravane pour aller dans un camping en Vendée. Alors on imagine un peu la scène quand même, dans la voiture, Monsieur B, qui a son Alzheimer, qui est totalement anosognosique également, autrement c'est pas drôle, et qui conduit, après avoir installé la caravane, alors que son épouse est à côté en train de lui dire « Attention, c'est un feu rouge, il faut que tu t'arrêtes. Est-ce que tu peux tourner à droite ? Est-ce que tu vas tourner à gauche ?» C'est à peu près à ce moment-là que j'ai décidé, pendant cette période-là, de ne plus aller en Vendée. Vous pouvez y aller, maintenant, ça y est, c'est arrêté. Dernier cas, c'est le cas d'une fille que je vais appeler Madame Z. Sa maman est accueillie le jeudi à notre accueil de jour et il y a environ une année, cette dame, Madame Z, téléphone à l'accueil de jour le jeudi matin afin de savoir si sa maman est présente à l'accueil de jour. La maman était présente, donc pas de problème. Katia, la responsable de l'accueil de jour, lui pose quand même la question, vous me demandez si votre maman est présente, est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi pensait qu'elle n'était pas là. En fait, l'histoire est assez simple. L'histoire est assez simple, c'est-à-dire que cette dame, la maman de Madame Z, habite toute seule à son domicile, une maison. Ce qui a un petit peu ennuyé quand même, on peut le comprendre, la fille, qui a décidé à demander à une personne qui n'avait pas de domicile à ce moment-là, de venir habiter avec sa maman ça lui permettait de bénéficier d'un logement, et puis en même temps, ça lui permettait d'avoir une petite surveillance sur la maman, donc rien d'extraordinaire. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le fameux jeudi, cette personne s'aperçoit que la maman a joué la fille de l'air et est partie.
Donc un téléphone catastrophé naturellement la fille. Là aussi, on peut imaginer la scène. La fille saute dans son pantalon, saute dans la voiture et commence à faire le tour du quartier pour savoir si en pleine nuit, elle ne peut pas récupérer sa maman. Au bout d'un petit moment, un coup de bol, elle la récupère. Donc naturellement, elle s'arrête, elle descend, elle commence à négocier avec sa maman pour que sa maman puisse monter dans la voiture et retourner à son domicile. Ça se passe pas franchement très très bien, on va même dire que ça se passe plutôt mal. La maman refuse catégoriquement et de monter dans la voiture. Et je dirais qu'à partir de ce moment-là, il y avait grosso modo 3 grandes hypothèses de travail. Soit la fille prenait son téléphone et téléphonait à la personne qui était dans la maison, au domicile, pour lui demander « est-ce que vous ne pouvez pas venir me donner un coup de main ?» pour la convaincre, pour la monter dans la voiture, ou aller à la rigueur, aller la chercher, puis revenir, avec un peu de chance, la maman n'allait pas trop se... Bon. Deuxième hypothèse, appeler la police, les pompiers. Je ne sais pas s'ils seraient venus, mais en tout cas, c'était une hypothèse qu'on pouvait envisager. Troisième hypothèse, je dois reconnaître, un petit peu plus violente, coup de sang de la fille, je prends la maman, je la mets manu militari dans la voiture, et on est parti la reconduire dans son domicile. Bon, la fille a choisi une quatrième possibilité. Elle est remontée dans sa voiture, elle a fermé sa porte, et elle est partie en laissant sa maman sur le trottoir. Ce qui explique pourquoi le lendemain matin, elle ne savait pas où était la maman. Donc elle nous appelait. On peut supposer que la maman est rentrée, on ne sait pas trop comment, mais enfin en tout cas elle est rentrée toute seule à son domicile. Donc on a 3 situations. Et à première vue, on a quand même 3 besoins différents du répit. Dans le premier cas, quel est le besoin ? Un peu de connaissances peut-être sur la maladie d'Alzheimer, de compétences sur la maladie ou sur les matériels. C'est vrai que c'est une bonne idée de changer la photo quand même. Dans le second cas, probablement un peu d'aide logistique pour faire les courses. Mais au-delà de l'aide logistique, on va se dire qu'on va toucher à d'autres notions, des notions de liberté, des notions d'indépendance. Donc le répit qu'on peut accorder, pas forcément évident. Dans le troisième cas, cette pauvre fille qui est tellement excédée, qu'en peut tellement plus, qui pète tellement les plombs, qu'elle abandonne sa maman sur le trottoir. Quelle aide on peut lui apporter ? Quel répit elle a besoin ? Soutien psychologique peut-être ? Ça ne va pas résoudre le fait que sa maman elle était sur le trottoir, elle ne voulait pas rentrer dans sa voiture. Donc, complexe. Alors j'en étais là de ma réflexion quand en fait, je me suis rappelé que j'avais fait autrefois, il y a très longtemps, une formation à la qualité et qu'il y avait un schéma sur la qualité qui m'avait intéressé et que je trouvais intéressant. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas finalement faire un parallèle et utiliser la démarche qualité sur la problématique qui nous intéresse, c'est-à-dire le répit des aidants. Donc, alors, super. C'est un schéma qualité que vous connaissez probablement, peut-être, peut-être pas. Ça n'a pas l'air de développer un enthousiasme extraordinaire. Donc, pour ceux qui ne sont pas trop habitués, je vais me permettre de l'expliquer. En fait, vous avez 2 colonnes. La colonne client, le client, c'est l'utilisateur d'un produit, d'un service. C'est vous, c'est moi. Quand vous allez aller chercher votre baguette de pain, vous attendez une certaine prestation dans la baguette de pain. Vous allez, par exemple, la prestation attendue, c'est une baguette de pain bien cuite et sans farine. Voilà. Et puis, si on descend, il va y avoir le principe de la réalité, c'est-à-dire est-ce que la baguette que vous allez acheter, finalement, elle est aussi bien cuite que ce que vous aimeriez, et est-ce qu'elle n'a pas de farine ? Et suivant ce cas, si vous pouvez percevoir une qualité qui est plus ou moins intéressante. Et puis, si effectivement la qualité perçue est égale à la qualité attendue de ce que vous espériez au départ, vous allez être satisfaite. Assez banal. Au niveau de l'entreprise, c'est toutes les personnes qui vont produire un produit, qui vont proposer une prestation quelconque, ça peut être nous, effectivement, on va définir une prestation, on va la concevoir, et puis on va essayer de la réaliser.
Ça, là aussi, hein, c'est valable pour tout. Moi, par exemple, la dernière fois que j'ai fait une tarte aux pommes, entre ce que j'avais imaginé au départ et la qualité que j'ai constatée, il y avait une différence. C'était très net. Donc, ce n'était pas vraiment conforme à mes attentes. Ce qui est intéressant dans ce schéma-là, c'est de voir si, effectivement, la qualité attendue par le client correspond et est pertinente par rapport à la qualité définie par l'entreprise. Donc, vous voyez où je veux en venir, en fait. Est-ce que les modalités de répit que l'on propose aux aidants et à leurs proches correspondent et qu'on définit, qu'on conçoit, est-ce que ça correspond effectivement à la qualité qu'ils attendent? Alors, ça me paraît être une question intéressante et à creuser. Parce qu'en fait, dans les 3 cas que je vous ai proposés, je vous rappelle que ces 3 personnes, c'est 4 même, parce qu'il y en avait 4, ces 3 personnes étaient accueillies dans un accueil de jour. Elles étaient certainement suivies par la maison des aidants. Il y en avait au moins une qui avait bénéficié des soins de l'équipe spécialisée Alzheimer. Il y avait certainement d'autres aides à domicile qui s'étaient installées. Donc vraiment beaucoup d'éléments pour apporter du répit à la personne aidante. Et à l'arrivée, on constate pour le téléphone une non-utilisation d'un système pourtant simple et qui pouvait vraiment bénéficier. Dans le deuxième cas, objectivement parlant, une vraie mise en danger de tout le monde, c'est-à-dire de l'aidant, de l'aidé et de tous ceux qui pouvaient croiser leur route. Et puis dans le troisième cas, une fille en grande détresse qui n'a pas d'autre solution que de laisser tomber sa maman parce que c'était probablement la seule façon pour elle de s'en tirer. Alors une fois que j'ai eu cet éclairage-là, et pour revenir à la question initiale, en fait, le répit des aidants est le rôle des EHPAD. Du coup, je m'ai décidé de ne plus répondre par pourquoi pas, mais plutôt par pas obligatoirement. Toujours 2 mots, je reste sobre. Il vous reste 8 minutes. Pardon ? Il vous reste 8 minutes. 8 ? Bon, d'accord. Bon. Alors, il va de soi que... Avec les questions, si on veut poser des questions. Il va de soi que chaque EHPAD, je suis bien d'accord, peut tout à fait se lancer dans des projets qui lui tiennent à cœur et qui sont pertinents. On l'a vu ce matin et je ne reviendrai certainement pas là-dessus. Je ferai peut-être quand même une petite différence, même si ce matin, ce n'était pas le cas, c'est entre les EHPAD du milieu urbain, où l'offre d'aide est quand même hyper importante, voire totalement pléthorique, et puis le milieu rural, où là, effectivement, la place de l'EHPAD peut être tout à fait pensée pour être une tête de pont du soutien gérontologique dans le secteur. Mais objectivement parlant, alors vous allez me dire que je suis peut-être un peu pessimiste, mais je me dis qu'effectivement, ce n'est pas forcément, pour l'instant en tout cas, le rôle des EHPAD de s'occuper des aidants. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un sujet qui est particulièrement complexe. Il est particulièrement complexe pour plusieurs raisons. La première, c'est que les aidants, la plupart du temps, ont déjà un mal de chien à définir ce dont ils ont besoin. La première partie du schéma, la qualité attendue. Hyper complexe pour eux. Entre « je peux bien tenir »,« je peux encore tenir », que vous devez bien entendre, ou je pense notamment à une dame qui change d'avis à peu près tous les 15 jours, qui vient pleurer dans mon bureau pour que je puisse prendre son époux, et 8 jours ou 10 jours plus tard, qui écrit à l'accueil de jour en disant « ben non, il va beaucoup mieux, en fait, je vais le garder encore un peu ». Voilà, c'est un peu complexe. Deuxième élément, pour les aidants, il y a souvent un malentendu terrible. Un aidant, moi je l'ai constaté, il aimerait bien que tout redevienne comme avant la maladie. Sauf que ça, c'est pas possible. On n'est pas capable de faire ça. En tout cas, moi, j'en suis pas capable. Donc, on voit que c'est un domaine excessivement complexe, et c'est là que je vais peut-être être un peu provocateur. Et face à cette complexité, je vais être tout à fait franc. Moi, je considère que dans nos établissements, on n'est pas compétent. C'est pas que
nos salariés de nos structures sont incompétents. Ils sont même plutôt très bons dans ce qu'ils font. Mais face à cette complexité, il faut des regards pluriprofessionnels. Soignants, médicaux, psychologues, ergothérapeutes, psychomotes, assistantes sociales, juristes, des regards éthiques. Citez-moi des établissements qui ont tout ce petit monde-là. Quand je vois le ratio des psychologues en Loire-Atlantique qui doit être de 0,15 pour 80 résidents, pour s'occuper des résidents de l'établissement, comment on peut imaginer mettre en place un système vraiment pertinent pour aider les personnes à l'extérieur? Moi, je ne sais pas. Le second, c'est les moyens. Vous allez me dire que c'est assez basique, mais je crois que c'est assez fondamental quand même de parler des moyens. Je vais parler d'un exemple que je connais bien, celui de Saint-Joseph, où j'ai des lits temporaires. J'ai 5 lits temporaires. Au dernier CEPOM, j'ai demandé, je n'ai d'ailleurs pas été entendu, de supprimer les lits temporaires, de les mettre en lits définitifs. C'est pas que je ne suis pas d'accord sur le fait que les lits temporaires, ça peut franchement être excessivement utile, mais moi je suis aussi payé pour m'occuper de Saint-Joseph, des salariés et des résidents de Saint-Joseph, et ça demande une énergie folle, un accompagnement extraordinaire, et les équipes, elles n'ont plus les moyens. Et honnêtement, si je pouvais me débarrasser de mes lits temporaires, je le ferais. C'est pas que c'est pas bien, c'est que je considère qu'on n'a pas les moyens. Dernier écueil que je vois, c'est que j'ai un peu l'impression qu'avec tout ce qu'on nous demande, c'est le risque d'une course perpétuelle. On avance pour rattraper quelque chose, je ne sais pas. Qu'on n'a pas le temps de terminer ce qu'on est déjà en train de faire, qu'on est obligé de faire autre chose. Alors, pour conclure, et comme j'avais décidé d'être un peu décalé, je me suis dit que... C'est un petit peu comme ce soir, on vous presse pour finir, quoi. Voilà. J'ai demandé l'aide d'un auteur un peu décalé, un écrivain un peu décalé, pour me donner un petit coup de main sur la fin. Cet auteur, vous le connaissez très certainement, c'est Lewis Carroll, qui a écrit Alice au Pays des Merveilles. Il a écrit un autre livre qui est un petit peu moins connu, qui s'appelle, avec Alice toujours, qui s'appelle Alice de l'autre côté du miroir. Alors pour ceux qui le connaissent, ou pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous raconter très rapidement. Alice passe un jour de l'autre côté du miroir, et elle se retrouve sur un grand échiquier. Et toute l'histoire, c'est qu'elle passe du début de l'échiquier à la fin, et que de pion, elle devienne reine. Et au cours de ses pérégrinations, elle tombe sur une reine, avec qui elle commence à discuter, et un jour, la reine la prend par la main, et elles se mettent à courir. Mais à courir très très vite. Il y a une description de la course d'Alice qui m'a toujours beaucoup fait rire, que je vous conseille, avec le vent qui souffle aux oreilles, les cheveux qui volent, bon, c'est pas mon cas, on est bien d'accord, et puis les pieds qui touchent à peine par terre. Et au bout d'un petit moment, de cette course effrénée, tout le monde s'arrête. Alice s'arrête, évidemment, regarde autour d'elle, et elle s'aperçoit qu'elle n'a pas bougé de place. Donc elle s'interroge, elle interroge la reine, lui dit « mais on a beaucoup couru et on n'a pas bougé de place ». Et la reine lui dit « mais pour avancer, il faut courir beaucoup plus vite ». Alors oui, je pense le parallèle que je veux faire, je pense qu'on est en train, dans nos établissements, de courir à toute vitesse, mais en fait, il y a tellement de normes, d'obligations qui arrivent, qu'à l'arrivée, on ne bouge pas de place. Voilà. Alors, il nous reste 2 petites minutes pour les questions. Non, c'est pas obligatoire, hein, franchement. J'aurais juste une petite remarque. Vous parlez toujours d'EHPAD. On dit bêtement EHPAD, c'est pas mieux, c'est un acronyme épouvantable. Oui, d'accord. Il est question de les transformer en maison du grand âge. Nouvelle appellation, ça ne change rien sur le fond. Oui, c'est stigmatisé qu'on va mettre les vieux dans des endroits. Moi, personnellement, ça m'agace profondément. Mais c'est un avis personnel.